Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir choisi Média TV pour vous accompagner. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et de recevoir avec moi mes spécialistes qui ont accepté de faire ce rendez-vous d'aujourd'hui pour vous. Donc on va parler d'éducation et puis dans un moment on va parler de boulot aussi. Donc je vous donne rapidement les sujets. On va parler de résistance au changement, comment y faire face avec Imen Jbilo dans quelques instants. Mais pour l'heure, punition et éducation, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut éduquer sans punir? On en parle avec vous. Ilham Benani, vous êtes coach familial, formatrice en discipline positive. Bonjour. Bonjour Yasmine. Un plaisir de vous avoir. Un plaisir est partagé. Comment ça va? Très bien. Bien installé? Oui, parfait. Alors, cette question qui s'impose en fait Oui. d'elle-même, c'est pourquoi pendant très longtemps, jusqu'à l'avènement de la discipline positive, justement, les parents ont toujours pensé que l'éducation passait par la punition. Oui, en Pourquoi effet. l'éducation a toujours pris, la punition a toujours pris une place importante dans l'éducation? Dans l'éducation. Parce qu'en fait, justement, c'est ce qui a été recommandé à l'époque de nos parents. D'une part parce qu'il n'y avait pas d'autres outils, donc on n'avait pas d'autres moyens d'éduquer sans punir. Voilà, d'une part pour ça, c'est-à-dire on manquait d'outils et en même temps, à l'époque, on pensait que pour changer un comportement ou pour que l'enfant se comporte mal, il a besoin de passer par la punition, de se sentir mal pour qu'il réfléchisse sur ce qu'il a fait et donc pour qu'il puisse changer son comportement. Et ça, récemment, ça a changé grâce aux neurosciences, voilà, qui ont prouvé que la punition, au contraire, avait des effets, on va dire, néfastes sur le développement de l'enfant, sur le développement de son cerveau. Et elle avait aussi des répercussions, on va dire, sur les décisions que prend l'enfant au travers de l'expérience qu'il vit, donc au travers de cette punition. Et puis, on pensait que la punition était vraiment le seul moyen qu'on avait pour changer le comportement inapproprié ou la bêtise, entre guillemets. Okay. Mais en même temps, on a tous autour de nous des enfants à qui on ne dit pas non, qu'on ne punit pas, et on les voit, ils se transforment en bourreaux de leurs parents presque. C'est ce qu'on appelle les enfants rois. Donc finalement, pendant longtemps, on disait il faut punir, il faut punir. Ensuite, on disait il ne faut pas punir, on se retrouve avec les enfants rois. Et après, on s'est dit, il n'y a que mal, la punition, finalement, elle a sa place. Elle a sa Alors place. justement, aujourd'hui, on confond la discipline positive ou l'éducation positive par le laxisme. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire on n'est pas dans le laxisme et on n'est pas non plus dans l'autoritarisme. Avec l'éducation positive, on est dans une relation d'horizontalité avec l'enfant. Ça ne veut pas dire que c'est l'enfant qui décide. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire à l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on va le surprotéger. Ça ne veut pas dire qu'on va tout lui permettre. Mais on va avoir une relation ou une posture en tant que parent de parent ferme et bienveillant. Donc c'est vraiment l'équilibre. On va éviter, certes, la punition parce que ça a été prouvé que la punition avait des répercussions, on va dire, néfastes sur le développement de l'enfant et sur aussi le comportement, parce que finalement, ça marche sur le coup, certes, mais après, est-ce que l'enfant adopte ce comportement, on va dire, approprié sur le long terme? Il va tout de suite vouloir se venger après la punition. D'ailleurs, on le voit. Mais pardon de vous interrompre, Ilham, on a tous vécu, je pense, surtout notre génération, celle d'avant, on a tous vécu ce moment où on se rappelle, on se dit, après la punition que j'ai eue, je n'ai plus jamais refait cette bêtise. Très bien. Finalement, ça marche. Hein. Ça marche, je dis pas. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'on a eu envie de nous venger? Inconsciemment, oui. Oui, c'est vrai. Inconsciemment, oui. Par exemple, je prends l'exemple d'une maman que j'accompagne. Elle était punie pour ne pas avoir pris la responsabilité de sa petite sœur. OK. Eh ben, elle a développé une croyance, ou plutôt, elle a pris la décision de ne pas développer le sens des responsabilités toute sa vie. D'accord. De ne pas être responsable. Donc, c'est vraiment inconscient. Ça marche, la punition, pour faire cesser le comportement à très court terme. Tout de suite, elle va le faire cesser, mais l'enfant, il va soit développer ce sentiment de revanche, soit développer aussi le ressentiment, c'est-à-dire il va avoir cette rancœur à l'égard de l'adulte, mais tout ça, c'est inconscient. Il ne prend pas conscience de ce qu'il... Donc, en fait, quand vous dites se venger, ce n'est pas forcément sur place, mais c'est un comportement qui va se développer, et à l'âge adulte, on ne sait même pas peut-être pourquoi on se comporte de la sorte. Exactement. Alors que l'origine, c'est peut-être une punition. À l'enfant intérieur, exactement. Et peut-être il ne va pas se venger de l'adulte, de son parent. Il va se venger d'un camarade en classe. Il va se venger peut-être de son frère, de sa sœur. Il aura... En fait, comme il ressent une rancœur, il va la déverser sur quelqu'un ou sur une autre situation qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'il vient de vivre. Mis à part cela, à ne pas oublier que la punition, elle touche la personne directement.
de l'enfant. Donc on est en train directement de toucher sa confiance en lui et son estime de lui-même. Donc ça aussi à prendre en considération quand on veut appliquer la punition. Alors, maintenant, dans la discipline positive, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition du tout. Oui. Comment on corrige l'erreur? Tout le monde se trompe. Aujourd'hui, avec vous, les spécialistes, on a compris que se tromper, ce n'était pas un problème. Une première fois. Maintenant, quand ça se répète, quand l'action se répète plusieurs fois. Très bien. Dans une autre époque, on aurait puni. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Justement, il fallait arrêter tout de suite et que ça ne se répète pas. Il faut déjà prendre conscience qu'on est en train de traiter avec des enfants. Donc, ils n'ont pas encore la maturité cérébrale pour prendre des décisions, faire des engagements et s'y tenir. En discipline positive, déjà, on prend conscience de ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant. Un enfant qui se comporte mal, on sait que c'est un enfant qui est découragé. La punition vient ancrer ce découragement chez l'enfant. Découragé pourquoi? Découragé, ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être un manque d'amour, ça peut être justement parce qu'il a été puni juste avant. Donc, ça touche ce réservoir d'amour et donc ces sentiments d'appartenance et d'importance. On prend conscience de toutes ces raisons qui sont derrière ou qui se cachent derrière le comportement de l'enfant. Déjà, c'est la première chose à faire en tant que parent, on va dire positif, entre guillemets, c'est-à-dire ferme et bienveillant, c'est de prendre conscience de ce qui se cache derrière le comportement. Ça peut être juste un comportement qui fait partie de son développement. Un petit de 2 ans, c'est normal qu'il se roule par terre. Bien sûr. C'est normal qu'il fasse, un petit de 3 ans, c'est normal qu'il fasse pipi dans sa culotte. Il est en phase d'apprentissage. C'est normal qu'il tape aussi, parce qu'il s'exprime avec la main. Donc, on prend conscience de ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant. Et par la suite, on va corriger. Parce que vous l'avez dit justement, et très bien dit d'ailleurs, on corrige le comportement de l'enfant. Comment on corrige? On a en discipline positive pas mal d'outils qu'on met en place. Le premier, c'est, on va dire, un cadre avec l'enfant. Un cadre de fond et un cadre de forme. C'est-à-dire, par exemple, la vie en famille, c'est un cadre de fond. Comment se parler avec respect, comment communiquer, comment se tenir peut-être à table, des petites choses du quotidien. On va se mettre d'accord sur ces choses-là. Et faire le suivi en tant que parent. Faire le suivi de façon positive. Je vois un comportement qui me dérange. Personnellement, je vais, au lieu de venir crier sur mon enfant, je vais commencer par un temps de pause si je sens la colère monter en moi. Et ça se travaille. Faut pas c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment pour décourager les parents, au contraire. Ça se travaille, on prend un petit temps de pause et on pose des questions qui sont pointues, vraiment pointues. On ne dit pas pourquoi tu as fait, parce qu'on accuse l'enfant. Systématiquement, il va se mettre dans une posture, on va dire, défensive. Défensive, ok. Donc, il va commencer à attaquer. J'apprends des choses. D'accord. On apprend toujours. Absolument. Donc, dis pas pourquoi tu as fait ça. Pas pourquoi. Ok. On remplace le pourquoi par qu'est-ce que. Et en fait, si on fait l'exercice en tant que parent, on sent déjà que notre posture est plutôt zen. Alors, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Mais et c'est en train de se passer? C'est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je viens, je vois le parterre est sale avec de la peinture. Ça m'est déjà arrivé en tant que maman. Exactement, on connaît tout ça. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de pourquoi tu as fait, le pourquoi accuse l'enfant. Et systématiquement, il va répondre parce qu'on m'a fait, parce que je ne savais pas, parce que, etc. Il va commencer à trouver des excuses. Au lieu de développer le sens des responsabilités, et ça aussi c'est un autre point, c'est de se poser la question avant de punir, qu'est-ce que l'enfant va apprendre de cette expérience, qui est juste une expérience. Donc, on va déjà travailler sur notre posture en tant que parent pour changer de regard sur son comportement, pour adopter la bonne posture et créer une connexion avec lui. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut réparer ça? Et on amène à la réparation, à la recherche aussi de solutions. Mais quand ça se répète, quand c'est toujours la même bêtise, entre guillemets, ou le même comportement qui se répète, je vous donne un exemple. Tiens-toi correctement à table, d'accord? Assis-toi correctement sur ta chaise quand tu manges. L'enfant ne s'assoit pas correctement selon les standards des parents. Oui. S'assoit, mais ne s'assoit pas correctement, une jambe pliée à droite, l'autre... Voilà, comme on dit, Machil Gilsel... D'accord. Voilà. À ce moment-là, pour les parents, ça devient une bêtise parce que ils ont dit corrige, 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 ça se répète, ça continue à se répéter. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on dit qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, en fait, déjà, il faut voir est-ce que c'est pas un comportement qui est lié à son âge. Ok.
qui est lié à son âge, donc il a besoin de se mouvoir. À un certain moment, l'enfant a besoin de se mouvoir. Donc se poser la question, est-ce que ce n'est pas lié à son âge? Par la suite, si on voit qu'on a tout essayé, on a mis un cadre, on a laissé les conséquences naturelles, parce que parmi les alternatives à la punition, il y a ce qu'on appelle les conséquences naturelles, c'est-à-dire l'enfant apprend par l'expérience. Dans ce cas de figure, on ne va pas le mettre en place, on ne va pas l'appliquer. Il y a ce qu'on appelle les conséquences logiques, c'est-à-dire je peux, même si je ne suis pas très d'accord, parce qu'on peut parfaitement et facilement virer vers une punition. Ça doit respecter un certain nombre de critères pour que ce soit apprenant pour l'enfant. On va peut-être mettre en place une conséquence logique. C'est une conséquence qui a une relation avec l'acte. C'est-à-dire s'asseoir correctement. Si ce n'est pas le cas, on va arrêter le repas et on va en discuter jusqu'à ce que tu prennes la bonne posture, on va dire. Mais tout cela, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que ce n'est pas lié à l'âge? Est-ce que l'enfant, il sait déjà se tenir correctement? Est-ce qu'il a cette capacité? Est-ce qu'il ne se sent pas incapable, par exemple? Et au lieu c'est-à-dire de mettre le point ou le doigt sur ce comportement, on va peut-être l'encourager indirectement plutôt, à changer sa posture. Qu'est-ce qui va t'aider à te tenir? On va peut-être faire l'exercice avant, se mettre à table. Il y a d'autres... Parce qu'il y a certains enfants, par exemple, ils se comportent de façon très correcte en classe, parce qu'il y a l'ordre, parce qu'il y a le regard des autres camarades, parce qu'il y a le regard de la maîtresse, etc. Mais à la maison, non. Ils se comportent différemment. Il y a ce cas de figure? Bien sûr, tout le temps, parce qu'il se sent en confiance à la maison. Parce qu'on est la figure de confiance et d'attachement. Donc c'est même positif, en fait, finalement. C'est positif. Justement, c'est positif, parce qu'il s'exprime au travers de son comportement. Et il sait qu'il a confiance en ses parents, donc il peut s'exprimer. D'ailleurs, c'est pour ça, quand on va les chercher à l'école, dès qu'on arrive, c'est la crise, parce qu'il a été, on va dire, il s'est retenu pendant toute la journée, et donc il va se lâcher devant ses parents. Maintenant, il y a, après, quand on essaie, et ça ne marche pas, on essaie pas mal d'outils, ça ne marche pas, on va l'amener à une recherche de solutions. OK, il y a quelque chose qui me dérange, personnellement, voilà. Par exemple, cet exemple, qu'est-ce qui va t'aider à te tenir correctement à table? La malice. C'est ça, toujours, en fait, on va toujours être orienté solution au lieu de se focaliser sur le problème pour le faire grandir. Parfois, il le fait juste pour attirer notre attention. Et dans ce cas-là, il ne faut pas tomber dans le piège d'insister sur ce comportement qui va lui transmettre, je vais essayer vraiment de transmettre l'idée, qui va lui transmettre la croyance que pour attirer ton attention, je vais faire ce geste. Voilà, je vais faire ce geste. Donc, beaucoup de travail. De travail, exactement. Merci infiniment, Ilham Bennani, d'avoir été là pour ce bel exercice avec vous. D'ailleurs, pour les parents qui souhaiteraient en savoir un peu plus, vous avez une page Instagram que vous alimentez beaucoup en informations. J'éduque positivement. Exactement. C'est ça, voilà. Et merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on va changer de cap. On va parler de résistance au changement. Mais d'ailleurs, finalement, on n'a pas de problème avec le changement puisqu'on change de cap. Allez, on reste ensemble pour la suite. À tout de suite. Et comme promis, je suis là avec Imen Jbilo. Comment ça va, Imen? C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Vous êtes consultante coach. Et avec vous, justement, on va parler de résistance au changement, comment y faire face. La résistance au changement est tout à fait normale et naturelle. Maintenant, les managers doivent être outillés pour la gérer, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que quand elle s'impose à eux... alors, est-ce que souvent, on la considère comme un retour personnel? Alors, je ne vois pas vraiment... une réaction personnelle. Oui, alors, voilà, je comprends mieux la question. Si c'est quelque chose ou un fonctionnement personnel, oui, bien entendu. Vous savez que le corps humain est constitué de telle sorte à maintenir toujours un équilibre. Donc le corps n'aime pas le changement. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle l'homéostasie ou le fonctionnement homéostatique qui nous maintient en équilibre. La température devrait rester à 37, les battements de cœur devraient se maintenir dans les indicateurs qui sont tolérés, etc. Donc déjà, on a une fonction intrinsèque du corps qui fait que nous allons avoir tendance à vouloir rester tels que nous sommes. Donc le changement est quelque chose d'étranger au corps et du fait étranger à l'esprit aussi.
Donc forcément, dans le milieu du travail ou dans le milieu professionnel, nous allons avoir des salariés, des employés qui vont résister au changement lors de grandes évolutions au sein de l'entreprise, que ce soit un changement de cadre ou un changement de hiérarchie ou même dans le changement de mission. On va avoir des changements de ce type et ces personnes-là vont avoir un temps de latence ou un temps de doute, d'incertitude, où ils vont vraiment se braquer et refuser entièrement toute manifestation de changement ou toute sortie de, comme on l'appelle tout le temps, la zone de confort. Et ça, c'est normal, en fait. C'est une réaction tout à fait normale, qui doit même être peut-être anticipée par les managers. Elle doit l'être. C'est-à-dire que dans une stratégie professionnelle ou dans une stratégie annuelle, par exemple, pour une entreprise, nous allons avoir une visibilité par rapport à l'année. On sait quels sont les changements, plus ou moins, quels sont les changements qui vont s'opérer. Vous allez me dire, bon, dans le contexte actuel, on n'était pas très préparé à tout ce qui allait se passer. Donc là, c'est dans la gestion encore de l'imprévisible. Mais dans l'absolu, on a des changements qui sont prévus à l'avance, voire sur 3 ans, sur une année, ou même des fois un peu plus. Donc quand il s'agit réellement de grands changements, que ce soit dans l'outil du travail, dans la mission, dans les tâches, dans les relations, c'est-à-dire fonctionnelles ou organisationnelles, il faut absolument de la part de l'employeur de prévoir un processus d'accompagnement à ses équipes pour que ça se déroule du meilleur qu'il soit. C'est ça. Alors, supposons qu'il n'y ait pas ce processus d'accompagnement, que justement cette résistance n'a pas été anticipée, ou on va dire ces vibrations n'ont pas été anticipées. C'est-à-dire que le manager sait que très bien ça va poser problème et ça va se dénouer. Mais bon, pour que ça se dénoue, il faut aussi l'accompagner. On va l'accompagner post. Dans le meilleur des mondes, c'est l'accompagner en pré. Mais là, on va l'accompagner en post. C'est quoi les réflexes à avoir ? Alors, les réflexes à avoir, d'abord, comme toute autre difficulté auxquelles fait face une entreprise, il faudrait d'abord faire un diagnostic et ne pas se baser uniquement sur des interprétations. Parce que des fois, on a des actions qui sont engagées au niveau de l'entreprise et qui s'inspirent uniquement de la lecture personnelle et subjective d'un encadrant ou d'un cadre ou d'un supérieur hiérarchique. C'est-à-dire il a l'impression qu'il y a une tension et il fait ses propres interprétations. Il les lie au changement, par exemple, de lieu de travail ou de locaux, etc. Et il va dire, ah là, il va falloir qu'on agisse à ce niveau-là. Non, il faudrait mener un vrai diagnostic à ce moment-là. Si on sent qu'il y a des tensions, si on sent réellement qu'au niveau du fonctionnement interne, du fonctionnement de l'entreprise, il y a des blocages, il y a de plus en plus de réclamations, il y a de plus en plus d'absentéisme, il y a de plus en plus de conflits au sein des équipes, il faut mener son diagnostic et mener son enquête, bien entendu, écouter les employés et par la suite détecter quelles sont les sources de ces différentes, de ces mauvais fonctionnements, des sources de ces mauvais fonctionnements. Donc à ce moment-là, dès qu'on a déterminé de quoi il s'agissait au juste, il y a des processus à mettre en place qui sont adaptés à chaque type de dysfonctionnement. Ok. Voilà. Alors justement, quand on parle de résistance au changement, ça se traduit par un comportement. Est-ce qu'il faut quand même écouter ce comportement ? Ou bien il faut tout mettre dans le sac de la résistance au changement, donc très bien, on va laisser la vague passer. Est-ce qu'il faut quand même écouter ce qui se dit ? Est-ce qu'il faut être attentif aux réactions des collaborateurs ? Alors, il faut l'écouter pour une simple et unique raison, qu'on peut faire face à du sabotage interne. C'est-à-dire que si on n'est pas à l'écoute de ses employés, si on n'est pas à l'écoute de ce qui se joue au sein des équipes, on peut avoir ou se mettre dans une situation où on est clairement dans la gestion du sabotage. C'est-à-dire, je dirais quelque chose, j'essaierai de donner un exemple. On est dans une entreprise qui a toujours fonctionné avec un stylo, des papiers, où le parapheur était très présent, où le circuit de signature était faisait partie de la tradition de l'entreprise. Et du jour au lendemain, on a envie de dématérialiser,
on a envie de transformer en fait les process de telle sorte à ce que ce soit beaucoup plus... Par exemple, on va parler du public ou du semi-public. Enfin, semi-public, c'est plus d'actualité. En tout cas, le public. Et on va dire ces entreprises, enfin, ces entités-là, ces organisations vont avoir tendance à fonctionner plus comme du privé. De plus en plus, on le voit au niveau des établissements publics que nous avons, même au Maroc. Donc, avec de nouveaux dirigeants qui viennent, qui s'installent, qui ramènent la culture du secteur privé. Et vous allez voir ces fonctionnaires qui ont toujours fonctionné d'une certaine manière, qui se retrouvent face à un dilemme. Ils se disent, mais clairement, je n'ai plus ma place ici. Donc, quelle est leur première réaction? C'est de faire front face au changement. C'est ça. Parce que ce qu'ils sont en train de chercher, c'est d'éviter la précarité. C'est de garder leur travail intact et leur place. Mais c'est la peur du changement. Tout à fait. Est-ce que, quand je dis justement, est-ce que c'est pas important d'écouter, parce que finalement, cette résistance au changement, qu'est-ce qu'elle vient exprimer? Un besoin d'assurance. Si on rassure en tant que manager, si vraiment on prend ce côté extrêmement humain et basique de rassurer l'autre, est-ce que c'est déjà ça de gagner? Ou bien il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là? Non, il faut le faire. Sauf qu'il ne faut pas non plus rentrer dans des... à mon sens, il ne faut pas rentrer dans des discussions bilatérales et au cas par cas où vraiment on va perdre énormément de temps à essayer de rassurer chaque personne à sa manière, selon ses propres besoins. Voilà, ses propres besoins. Parce qu'on est au cas par cas, c'est pas possible dans le cadre d'une entreprise. Le temps, c'est de l'argent. On a du temps, on a de l'énergie qu'on a, je veux dire, à disposition. On ne peut pas la dépenser et la gaspiller comme on le souhaiterait. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre en place, en fait, un discours pour rassurer la majorité et pour rassurer les personnes qui sont capables de fédérer. Vous avez au niveau d'une entreprise, forcément des relais d'opinion. Qu'ils soient syndicalisés ou pas, on a forcément des relais d'opinion. Des personnes qui arrivent quand même à influencer leurs équipes, que ce soit d'un niveau hiérarchique au-dessus, c'est-à-dire qu'ils soient situés à un niveau hiérarchique au-dessus, ou qu'ils soient même, je veux dire, parmi les pairs. Absolument. Mais ils ont cette influence par leur charisme, par leur capacité à utiliser le bon vocabulaire, à être imprégnés réellement de la culture de l'entreprise. Ils ont cette capacité. Et là, le fait de viser ces relais d'opinion et de leur délivrer un discours pour les rassurer et pour qu'ils puissent à leur tour utiliser les mots qu'il faut et le décliner d'une manière différente peut-être, qui se rapprochent le plus ou qu'ils aient par exemple sur un seul discours, qu'ils puissent en produire 3 selon les différents segments auxquels avec lesquels ils ont un contact. Et là, ça se passe beaucoup plus sainement. Mais que là, le dirigeant prenne la responsabilité de rassurer tout un chacun, c'est inadmissible, c'est impossible. Alors, est-ce qu'on sait scientifiquement combien est supposé durer en temps cette résistance au changement? Qu'est-ce qui est, on va dire, communément accepté? Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce qu'on est capable de calibrer ça, de continuer à mettre, par exemple, une forme de résistance de certaines équipes dans cette case de la résistance au changement? Alors, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que la résistance au changement, quand elle est à son niveau le plus basique, c'est-à-dire quand on est carrément dans le refus total, quand on est dans la confrontation carrément avec ses équipes de travail, là, ça ne pourrait pas durer parce que on pourrait causer réellement le déclin d'une entité, d'une entreprise, ou carrément sa faillite. Tout à fait. Alors, ça ne pourrait pas durer dans le temps. Il ne faudrait pas non plus que ça s'éternise. Maintenant, si on remarque qu'il y a encore résistance au changement relative à une partie du personnel ou relative à l'engagement total, c'est-à-dire qu'on commence à s'initier au changement sans y être à 100%. Là, il y a quand même un effort qui est fourni. Là, il n'y a pas de problème. Ça pourrait prendre même jusqu'à 1 année. Des fois, du fait de mon expérience, le change management ou la conduite du changement au niveau d'établissements publics ou autres peut des fois s'inscrire dans un contrat qui dure 1 année. C'est ça. Le temps de mettre en place les process, le temps de rencontrer déjà en amont les personnes, de recenser les besoins, de surtout détecter les craintes, de quoi
Ont-ils peur? Parce que des fois, ça n'a rien à voir. Des fois, on va dramatiser la situation. On va croire que tout ce changement s'opère pour nous virer. Tout simplement. Pour préparer un plan social. Ouais. Et ce n'est pas forcément le cas. Je veux dire, je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans tous les cas, mais en tous les cas, j'ai utilisé cas 3 fois. C'est pas grave. C'est magnifique. Donc ce que je voulais dire, c'est que on va essayer au plus de dédramatiser avec ces personnes, de détecter ces craintes et de leur dire attention, ça n'a rien à voir. Voilà ce qu'on recherche derrière ce changement et quel est le dessein de ce changement. Il y a de l'intérêt de l'entité, de l'entreprise, de l'établissement, mais il y a aussi l'intérêt personnel, parce que ça va être plus facile pour vous, parce que vous serez plus productif, parce que vous serez plus affirmé et vous aurez plus confiance en vous. Image Bilou, merci infiniment. En tout cas, c'était parfait. Merci. Je rajoute mon cas à moi. En tout cas, pour ceux qui viennent justement de se joindre à nous, vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur mediantv.com. J'étais juste avant avec Ilham Benani, qui est coach familial, formatrice en discipline positive. Comment éduquer sans punir, un sujet aussi extrêmement important à retrouver. Voilà. À très vite sur Médien TV, sur Médien et sur Médien Podcast.